Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Une idée, c'est pas ce qui fait le succès d'une entreprise. Le succès, c'est l'exécution. Donc, faut pas hésiter à aller en parler et challenger un peu ce qu'on pense et voilà, faire marcher l'intelligence collective. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Angélique Zetor, la fondatrice de Génie Mobile, qui est aujourd'hui Startup Advisor. Gérald, à toi la parole. Angélique, bonjour, je suis content de te retrouver aujourd'hui et si tu veux bien, on va parler un petit peu de ton enfance. Angélique, t'étais quel type de petite fille ? Ah, c'est une bonne question ça. Alors, de ce que disent mes grandes sœurs, j'étais capricieuse. Voilà, en fait, j'étais la petite dernière de ce côté-là de ma famille, parce qu'en fait, moi, je suis au milieu de deux familles. Et du coup, avec mes grandes sœurs, j'étais quand même bien chouchoutée et j'étais quand même assez capricieuse. Donc, je crois je voulais avoir des choses et je lâchais pas le morceau. Alors après, je les protégeais quand même. Donc, parfois, elles essayaient de cacher des choses à ma mère, comme peuvent faire un peu les ados. Donc, je disais rien, je les couvrais, je faisais attention que ma mère ne tombe pas sur les choses qu'elle voulait cacher. Puis parfois, je négocie un petit peu en échange d'avoir des bonbons. Est-ce que tu es en train de dire que tu étais déjà dans la négociation dès ton plus jeune âge ? Et la stratégie ? Je crois que j'y étais déjà, malgré moi ou pas, mais... Angélique, quand tu étais petite, c'est quoi ? Tu avais des rêves, tu avais des passions, c'était quoi ? Oui, je rêvais, mais un peu comme tous les enfants, je pense, mais j'avais envie d'être vétérinaire, d'être astronaute, partir à l'aventure. T'avais déjà une liste avec des coches ? Presque. Presque. Ouais, j'avais envie de faire plein de choses. Mais après, bon, j'étais quand même, je pense, une enfant assez timide, malgré tout. Je savais très bien jouer toute seule, m'occuper toute seule, ce qui change un peu de mon quotidien aujourd'hui. Ouais. Tu as eu des gens ou des personnes autour de toi qui t'ont inspiré, dont tu voudrais nous parler, ou tu te rappelles que ça a été un moment, un Jacadi dans ta vie, justement, dans tes premières années ? Peut-être mes grandes sœurs, parce que forcément, j'ai 9 ans d'écart avec la plus jeune de mes grandes sœurs. Donc elles ont tout fait un peu en avant. Voilà. Et sinon, ma mère, je pense. Ma mère, c'est un sacré bout de femme. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses que j'aurais jamais appris par moi-même sans avoir cette maman-là, je pense. Est-ce que ce caractère, du coup, ça donne quoi pendant tes premières années scolaires ? Ça se passe comment au collège, au lycée ? Alors, j'étais très studieuse. Non, j'avais beaucoup de facilité, je reprends. Et je pense que c'était une chance parce que j'ai grandi dans un milieu vraiment modeste. On était en banlieue, ma mère, elle était toute seule. On était quatre enfants. Personne n'a fait d'études dans la famille. On est originaire de La Réunion. Enfin, tout ça. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aimer l'école très tôt et d'avoir, je pense, compris que l'école, c'était une chance pour moi de m'en sortir, entre guillemets, de la banlieue haute, même si moi, j'ai des très bons souvenirs de mon enfance en cité. J'en garde que des bons souvenirs, personnellement. Et oui, donc à l'école, j'étais quand même bien studieuse. Jusqu'au collège, voilà, je bossais, j'étais sérieuse, j'étais bonne élève, première élève de la classe, voilà. Puis après, au lycée, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, je pouvais faire plein de choses sans trop me forcer, sans trop bosser. Puis du coup, bon, je pouvais sécher les cours. J'allais me balader sur Paris alors que ma mère pensait que j'étais à l'école. Je faisais pas de bêtises, hein, mais voilà, j'allais explorer. Et ça m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes, etc. Et en seconde, en fait, j'étais en seconde
internationales, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais parce que j'étais forte en langue et voilà, les classes un peu spéciales. Sauf que je m'ennuyais énormément, c'était beaucoup trop généraliste et je savais déjà que j'avais envie de faire des choses concrètes, du commerce, que je faisais plein de petits boulots déjà depuis mes 13 ans. Tu avais quel âge à cette époque-là? Ça, c'était au lycée, donc je devais... quel âge je rentre au lycée? Je sais même pas. Je sais pas, 16 ans, 15, 16 ans, ouais. par là. Donc tu dois avoir 16-17 ans. Ouais, ça devait être ça. Et en fait, du coup, j'avais décidé de faire une classe technique, mais commerce. Donc à l'époque, ça s'appelait STT, ça a dû changer. Parce que je voulais des choses concrètes. Et ils avaient convoqué ma mère pour lui dire, mais non, il faut surtout pas qu'elle fasse ça. Elle a le potentiel de continuer en général, même d'aller en S. Et ma mère avait peur de rencontrer la prof. Je pense qu'elle avait plus peur que moi parce que c'était voilà, un peu impressionnant pour elle. Et c'est moi qui ai négocié en disant, non, mais moi, je veux aller en STT, je veux faire des choses concrètes. Donc voilà, si je continue dans le circuit général, je pense que je vais m'ennuyer, que je vais arrêter les études et c'est pas le but. Donc bon, voilà. Donc tu passes ton bac, tu es au lycée Corot, Ouais, c'est ça, en SCT. Ouais, Et après, finalement, cette voie-là, tu la continues, puisqu'après, je vois que tu vas en IUT oui. et tu fais Tech de Co. Ouais, je fais Tech de Co, commerce international Ouais. ici, qui est une super formation à l'IUT de Sceaux. J'ai énormément appris. Je pense que j'ai plus appris, honnêtement, à l'IUT qu'en école de commerce. Après, c'est peut-être parce que j'avais déjà vu beaucoup de choses à l'IUT que je dis ça, mais... Ouais, Tech de Co. Moi, on me parle visiblement, 2 professeurs à cette époque-là, à l'IUT, qui t'ont énormément marqué. Alors, il y a Monsieur Splendor, je pense. Exactement, ouais. Moi, on me dit que c'est à ce moment-là que tu as eu la révélation du business plan. Tu es devenue, à ce moment-là, la fan du business plan. C'était une révélation pour toi. Est-ce que c'était avec Monsieur Splendor? Je sais pas. En tout cas, oui, à l'UT, on avait des cours très concrets au niveau business. Vraiment, c'était de grande qualité. Et il y avait Monsieur Jacquet aussi en négociation commerciale. Alors, Monsieur Jacquet, c'était négo commercial, Ouais. exactement. Ouais, J'allais c'est t'en parler. excellent. Le combo gagnant. Donc, c'est des gens ils étaient au bon moment, quoi. Ça Ouais. t'a confirmé, c'était concret, pragmatique. C'est ça. Ouais, et on faisait vraiment des super choses en cours, surtout avec Monsieur Jacquet. Il nous faisait travailler la négo commerciale, à se mettre dans les postures, comprendre qui on a en face de nous, être dans l'empathie. On avait des sens où on était filmés. Et en fait, après, il corrigeait, bah voilà, là tu t'es positionné comme ça. Comme des sportifs de haut ouais, niveau. c'était presque ça. On apprenait l'analyse transactionnelle, ce genre de choses qui sont tellement utiles en fait aujourd'hui, quels que soient nos métiers. Ouais. Donc, de bonnes années à l'IUT. Ouais, super. Et puis après l'IUT, tu continues, pareil, tu continues ton sillon, donc tu fais l'ISC. Oui. Alors, raconte-moi un petit peu, ça se passe comment l'ISC? Alors, l'ISC, bah déjà, moi, je pensais arrêter mes études après l'IUT. Parce que je ne me voyais pas financer une école de commerce. Enfin, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Et c'est un ancien de l'IUT qui était déjà à l'ISC qui me dit, mais viens faire le concours. Ça ne te coûte rien de faire le concours, viens voir. Et je suis sûre que ça va te plaire. Et le financement, tu trouveras des solutions. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait qu'un concours d'école de commerce. Je n'ai pas essayé ailleurs. Ils m'ont pris. Et voilà. Et du coup, j'ai effectivement trouvé des solutions. J'ai fait un prêt étudiant. Et l'ISC, moi, c'est des super souvenirs. C'est génial, mais c'est des souvenirs de fête. C'est des souvenirs de vie étudiante très riches, de super rencontres, voilà, d'amis qui sont encore mes proches amis aujourd'hui. Ouais, non, je me suis bien amusée. Pendant cette période-là, tu es active, non? Tu fais partie du BDE. Ouais. Tu as été vraiment, vraiment engagée dans toute cette partie-là. Ouais. En fait, c'est une école qui promeut beaucoup la vie étudiante, enfin la vie associative. Ils appellent ça des entreprises étudiantes. Donc, au début, j'étais présidente d'une association d'aide à la création d'entreprises, mais à but social. Donc, comment on aide les chômeurs à retourner vers l'emploi en créant leur propre emploi. Donc bon, l'entrepreneuriat était déjà là, hein. Et ensuite, donc normalement on faisait 1 an, 2 ans, deuxième année on pouvait être président d'une association, ensuite on quittait le système associatif, on faisait notre 3e année, on quittait l'école. Et en 2e année, donc moi j'étais présidente d'association avec 2 copains qui étaient aussi présidents d'association. On discute comme ça, après une soirée bien arrosée, et on se dit, on finit à manger des pizzas là, à 1h du matin, enfin bref. Et on se dit, mais il y a un truc qui cloche, c'est que le BDE, aujourd'hui, dans l'école, il est censé coacher les autres associations de l'école, les autres présidents, mais ils n'ont jamais été eux-mêmes présidents. Donc, il y a un truc qui ne marche pas. Donc, il faudrait monter un bureau où on a 3 anciens
présidents ou vice-présidents et des premières années qui rejoignent le projet, ça serait beaucoup mieux. Et en fait, on a été à fond dans notre idée, on est parti voir le directeur de l'école, on ne s'est pas démonté, on lui a vendu le projet, et c'est toujours comme ça que ça se passe aujourd'hui à l'école. Et donc, j'ai fait une année de césure spécialement pour prendre la présidence du bureau des élèves. Donc c'est un peu un BDE holding en fait, Ouais, qui chapeaute les autres. Mais Très bien. après, pour moi, c'est mes premières aventures entrepreneuriales parce que on était à temps plein, on était 7, on avait 846 000 € de budget. D'accord. C'est Donc énorme. pendant une année, tu gères pratiquement que ça. En Ouais. fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. À en plus conseiller les autres assos. Je ne sais pas combien d'événements on a organisé, mais c'était la folie. On faisait carrément quasiment une soirée par mois. Week-end d'intégration, on est parti. On était quasiment 900. On était 892 à partir en week-end, à devoir tout organiser. On avait fait venir des autotamponneuses, sur l'élastique. Enfin, c'était la folie. C'était vraiment chouette. C'est quoi les jacadis dans le sens dont on parlait tous les deux, dans le sens déclencheur à ce moment-là? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y avait... Tu crains des gains au sens littéral du terme, c'est-à-dire que vous êtes dans la création, il n'y a pas de frein finalement, c'est possible, tu le fais, c'est de la curiosité et puis. C'est quoi les moteurs à ce Ouais. moment-là, ouais. Je pense que c'est la curiosité, je pense que c'est je pense que ça demande du courage, parce qu'à un moment donné, on se dit allez, on y va. Et puis c'est le côté, on n'a rien à perdre, à essayer. Enfin, on essaye, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Mais... Moi, je veux rebondir sur quelque chose. Tu parles de curiosité, tu parles de courage, tu parles de ces groupes de sorties. Il y a quand même une fois où il y a une sortie où toi, tu as eu failli en manquer de courage, non? Tu me parles un petit peu de tes capacités à skier à cette époque de la... Ça t'embête de nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui se passe sur cette sortie Non, mais alors raconte-moi. celle-là, c'était à l'IUT. Qu'est-ce qui se passerait? C'est une sortie, c'est ça? Donc, on va au ski, parce que tous les ans, on part, dès l'IUT, en fait, on part au ski tous ensemble. Et on va au ski, et donc on part avec des copains. Moi, j'avais jamais skié, ou peut-être une fois, mais j'étais petite, je me rappelais plus, quoi. On part au ski, je me débrouille, je pense pas trop mal sur la première piste avec les copains, et donc on monte, on prend un télésiège. T'inquiète pas, il y a des pistes vertes là-haut, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on dit toujours aux gens. Non, mais horrible. Et donc j'arrive là-haut, il n'y a pas de piste verte. On me dit que je ne peux pas redescendre avec le télésiège, alors qu'en fait j'aurais pu. Et j'ai mis 2h30 à redescendre. Je savais pas faire le chasse-neige. Donc dès qu'il y en a un qui m'approchait, j'essayais de leur mettre des coups de bâton tellement j'étais énervée. J'ai mis 2h30 à redescendre avec des courbatures partout. Bon, j'aurais pas fait la tête très longtemps. Ils étaient tous... enfin bon. Moi, ils m'en parlent encore, puisque... Mais je sais. Ils m'ont dit que ça t'a traumatisé, mais que visiblement ça les a traumatisés aussi, parce qu'en fait ils se sont aperçus qu'ils t'avaient mis finalement dans une situation que tu avais très mal vécue. Ouais. Et voilà, la question aujourd'hui, alors tu fais toujours du ski ou pas? Non, mais alors je sais skier quand même. Je sais skier, mais j'ai toujours une crainte. J'ai toujours peur, j'ai toujours une appréhension. Donc je pense qu'ils m'ont traumatisée à vie. Donc ça fait d'ailleurs partie de mes objectifs. Bon, en ce moment, du coup, c'est pas gagné, mais de prendre des cours de ski, non pas pour apprendre à skier, parce que je pense que je sais bien skier quand même, mais pour m'enlever cette peur. Reprendre confiance. Ouais. C'est ça. Ouais, cette histoire. Si on revient 2 secondes sur l'ISC, je te lis, tu dis j'ai choisi cet ISC pour ses valeurs entrepreneuriales, son système associatif qui était particulièrement déjà développé à l'époque, hein, c'est ce que tu dis, et tu dis en plus cet ISC il est, je pense, encore très bien classé, notamment en 2014 où il avait une position de 16e, ce qui était quand même assez... Tu as retrouvé ça, cette capacité, cette structure qui vous ont permis à vous, ces jeunes étudiants, d'exploiter votre potentiel et de développer vos talents? Oui, carrément. Je pense qu'elle est même mieux classée maintenant qu'à l'époque où j'étais étudiante. Ils ont énormément progressé. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est le côté école indépendante. Donc, je trouve que ça résonne pas mal avec les valeurs que j'aime. Et oui, en fait, ils avaient et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais des profs de grande qualité parce que professionnels. Donc, des gens qui arrivent, qui ont l'expérience, qui ont le vécu et qui transmettent des choses aux étudiants qui sont valables sur le terrain, en fait. Donc, moi qui aime les choses très concrètes et pragmatiques, là, c'était parfait. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce que tu retransmets aux entrepreneurs. Quand tu j'essaie. aides, que tu essayes. Ouais. Comme quoi les chiens font pas des chats. Ouais.
Angélique, on est de retour ensemble. Ça y est, maintenant tu sors dans le monde professionnel. Ta première expérience, elle a l'air d'être intéressante. De mémoire, tu es chez l'Inagora. Tu es dans cet écosystème un peu open source. Tu côtoies un peu tout ce qui est le directeur informatique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai l'impression qu'il y a eu des déclencheurs déjà qui a dit. Tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es débrouillé là-dedans et puis finalement comment petit à petit tu t'es créé tes propres convictions? Ouais. Oui, l'Agora, première expérience. Donc, je découvre l'univers de la tech et de l'open source. Je trouve ça génial, mais par contre, moi, je n'y connais rien à la base, donc ça m'a énormément appris. Et du coup, j'étais en contact quasiment tout le temps avec des directeurs informatiques, des décideurs informatiques. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a une récurrence dans les sujets qui me remontent. C'est, le mobile arrive, tout le monde parle d'Apple, d'iOS. J'ai les directeurs marketing qui me demandent, ah, mais c'est un nouveau canal de communication, faut qu'on soit présent, faut qu'on ait des applications, nous aussi, etc. Ou alors, c'est le plus en plus de collaborateurs qui se connectent au SI de l'entreprise avec leur smartphone. Donc, autant dire qu'au niveau de la sécurité, etc., le directeur informatique est en panique. Voilà. Et en fait, là, je me dis, mais il se passe quelque chose. Il y a une récurrence dans cette expression de besoin. Et le directeur informatique est complètement démuni, il n'a personne pour l'aider. Donc j'ai commencé à regarder, à creuser, et je vois qu'effectivement, il n'y a personne pour l'aider sur la mobilité en entreprise, à part des agences qui commencent à exister pour dire, je vais vous faire la super application iOS, vous allez voir, c'est joli, c'est tout beau, mais personne ne se soucie du directeur informatique qui se dit, mais comment je vais manager, comment je vais sécuriser, comment j'adapte mon système d'information à ce nouveau canal de communication ou distribution en fonction de comment on le voit. Et donc là, je me dis, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc à faire. Donc je commence à aller voir un ancien collègue et je lui dis, mais faut y aller. Il se passe quelque chose, faut y aller, là, on y va. Il y a quelque chose à construire, donc voilà. Et à cette époque-là, iOS était quand même leader sur le marché du mobile, même inventeur de cette expérience qu'on appelle le smartphone. Et comment tu as mappé le marché avec les différentes marques sur lesquelles tu devais te positionner, et comment tu as identifié Android, parce que on parle d'Android Oui. après, qui a quand même été un choix hyper stratégique. À quel moment tu t'es dit, c'est ce cheval-là sur lequel je dois miser? 2011, c'est l'année où on a lancé Génie Mobile. Et en fait, 2011, Android, ça faisait même pas 0,5% de part de marché à l'époque. Enfin, c'était vraiment ridicule. Mais moi, je viens du monde de l'open source. Je comprends que dans l'open source, il y a une force, c'est de pouvoir adapter, personnaliser les systèmes aux besoins en fait de l'utilisateur. Et je me dis, c'est pas possible que sur le marché du mobile, qui, moi, je le sens, va être gigantesque, on n'ait pas d'open source de présent. Et iOS, Apple, c'est une boîte noire. Donc, je me dis, obligatoirement, il va y avoir un système d'exploitation open source qui va sortir du lot. Donc, la question, c'était lequel? Donc, au début, en fait, voilà, je regardais tous ceux qui existaient. Donc, je sais plus, à l'époque, il y avait Tizen aussi. Enfin, c'était tout petit. Et je me dis, bon, Android, il y a Google derrière, qui a quand même une force de frappe gigantesque, qui a de l'adhésion aussi des développeurs. Donc moi, je fais le pari d'iOS, d'Android, pardon, en me disant c'est sûr qu'il va se passer quelque chose, mais je me ferme pas les portes sur les autres. Mais la conviction, c'était il va y avoir un système d'exploitation mobile open source qui va sortir du lot et qui va prendre les parts de marché d'Apple. Et au niveau européen, français et européen, il n'y avait aucun concurrent, il n'y avait personne qui avait eu cette idée, en tout cas, ou qui s'était positionné sur cette typologie-là? En tout cas, non, on n'a pas vu avant un moment. Il y avait beaucoup d'agences. Je vais vous développer votre application. Mais une société qui se crée pour dire, moi, je vais aider le directeur informatique à manager, à sécuriser, à gérer. Nous, en tout cas, on n'en a pas vu et ça a été une aubaine. Donc c'était un vrai mix intéressant entre toi avec ta stratégie, le côté commercial, et des geeks qui avaient la compétence, et l'union faisait la force en fait sur ce projet. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait à l'époque, c'était très enthousiasmant parce qu'il se passait plein de choses, c'était nouveau. Donc, typiquement sur Paris, on a cofondé le Paris Android User Group où on réunissait en fait des développeurs passionnés d'Android qui avaient envie de faire du partage de connaissances, etc.
Et ça nous a permis d'être en contact tout de suite avec les meilleurs développeurs Android. Et développeurs Android, il n'y avait pas d'école qui formait à Android. Donc en fait, c'est des gens qui ont décidé de s'intéresser à ce nouveau système d'exploitation, de se former. Et du coup, c'était parfait pour nous. Parce qu'on était tout de suite à leur contact, on pouvait les recruter, on était un peu tout seul. Et puis, ça a commencé comme ça. Océan bleu, direct. Ouais. Angélique, nous sommes quasiment le 20 janvier 2011, si je ne me trompe pas. Et là, c'est le jour J. Tout ce dont on vient de parler prend forme. Vous créez votre boîte. Ça s'appelle Génie Mobile. Et nous, on est très, très curieux d'essayer de comprendre comment se sont passées les premières heures, les premiers jours, voire les premières semaines. Tu nous racontes un peu cette histoire, Ouais. Ça doit être formidable. C'était super souvenir. En fait, on a été un peu précipité dans la création parce qu'on avait trouvé un client qui était prêt à nous suivre et du coup, il fallait aller très vite. Donc, les dépôts des statuts, la création de l'entreprise, etc. Donc, tout ça, ça a été chamboulé parce qu'il fallait aller très, très vite. Donc, bon, super. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait déjà bien, enfin qu'on répondait déjà bien à la demande de notre client, qui nous met en contact avec une autre personne qui est aussi intéressée, donc qui demande à avoir tout de suite un expert qui vient bosser chez lui, sauf que nous, on n'était pas nombreux, donc il fallait qu'on trouve quelqu'un. Donc c'est là où on se dit, on va commencer à recruter. Et ça, c'est très vite, en fait, peut-être 2 ou 3 mois après la création. Mais il nous faut des bureaux, comment on fait? Et en fait, on a un des associés qui avait une chambre de bonne, enfin, qui appartenait à son père, et on s'est dit, allez, banco, on prend la chambre de bonne. Elle était remplie de meubles, voilà, il s'en servait comme salle d'archives, enfin bon. Et on a passé tout un week-end à tout enlever, à tout adapter, et notre premier bureau, c'était une chambre de bonne dans Paris, qui, je sais pas, c'était minuscule, ça devait faire même pas 12 mètres carrés, on était à 4-5 là-dedans très vite, c'était assez dingue. Et voilà, et donc là, on commence à avoir premier salarié, deuxième salarié qui rentrent, qui sont généralement chez les clients. Et moi, ce qui m'a toujours animée, et je pense que ça vient déjà de l'école de commerce, peut-être même avant avec l'UT, c'est comment on rend les gens heureux, en fait. Comment on fait en sorte que dans son entreprise, les gens soient contents de se lever et de venir bosser. Et donc, je réfléchissais un peu à des choses qu'on pourrait mettre en place pour satisfaire nos premiers salariés. Et je réfléchis un peu, je prends un peu des idées de ce qu'on faisait à l'école, en fait. À l'école, à l'ISC, les premières promos, les promos, pardon, on leur fournissait un petit pack avec, ils avaient leur sacoche, avec, je sais pas, le briquet, tous les petits trucs floqués à l'image du BDE, et avant de partir en week-end d'intégration, ils avaient tous leur petite sacoche et ils partaient. Et ça, j'avais bien aimé l'idée, donc je me suis dit, on va faire pareil, chez nous, chez Génie Mobile. Et du coup, après, c'était plus la surprise, mais pour les premiers salariés, c'était fantastique parce qu'on avait fait le deal avec le client. Et donc, ils bossaient en mission chez les clients, ils avaient un bureau là-bas. Et on avait dealé de fournir à l'avance aux clients des boîtes qu'ils devaient mettre sur les bureaux de chacun de nos salariés. Et dans ces boîtes, donc c'était une boîte verte fluo parce que le logo était vert, le logo est vert. Et dedans, il y avait le t-shirt floqué, le mug... toutes ces petites attentions en fait qui pourraient leur rappeler que on pense à eux même quand ils sont chez les clients et qu'ils puissent se sentir fiers en fait de travailler pour notre société. C'était très orienté sur le communautaire tout de suite. Oui. Voilà. L'attachement à l'entreprise via le développement de la communauté d'employés en fait. Moi j'avais envie de créer presque une petite famille en fait. Je pense que quand on est chef d'entreprise, on a une responsabilité, c'est de rendre les gens heureux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pourrais percevoir les choses. On passe quand même énormément de temps au travail. Si on n'est pas heureux quand on vient au travail, il y a un problème. Et pour moi, c'était en tout cas, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus animée, en fait, dans l'aventure Génie Mobile. C'est comment on fait pour que les gens se sentent bien et aient envie de venir travailler, soient contents les uns avec les autres. Donc, on est partis en week-end, on faisait plein de choses, ensemble... juste pour passer du bon temps et construire une communauté forte. Et une cohésion. Et une cohésion d'ensemble, voilà. C'est quelque chose qui me marque énormément parce que quand je regarde ton parcours, dès le départ, c'est quelque chose qui a été très rapidement et de façon naturelle mis en place dans ta société, dans votre société. Quand on parle de toi, on parle du modèle de management participatif que tu as mis dès le début avec tes associés. Et puis je vois la Génie Stratégie, le Génie Boy, le Génie Box, le Welcome Pack.
On parle de Génie Boarding Pass à un moment également, Ouais. mais tu te rends compte, c'est-à-dire que tu avais ton premier client, en fait, c'était vous, c'était tes salariés. C'est ça un peu ta démarche, en fait. Tu as passé beaucoup de temps à Ouais. travailler sur ce côté interne que je trouve quand même assez extraordinaire. J'imagine que tu en as encore de très très bons souvenirs et que Ouais. ça a marqué pas mal de collaborateurs. Bah oui, je pense. En tout cas, oui, pour moi, c'était hyper important. D'ailleurs, on avait un pôle culture, culture et design, parce que j'associais l'image de l'entreprise, la marque de l'entreprise avec la culture, parce que pour moi, forcément, ça transpire. Et moi, j'avais envie que les gens, quand ils viennent chez nous, chez Génie Mobile, ils se disent: ah, mais les gens ont l'air bien, ils ont l'air heureux, ah, mais c'est super. Donc, on avait décliné notre logo en Génie. Donc, chacun avait son petit bonhomme. Donc, les designers, en fait, prenaient le temps d'observer les nouveaux qui rentraient chez nous. Voilà, est-ce qu'ils ont des passions, est-ce qu'ils ont quelque chose qui sort un peu du lot, et ils faisaient leur petit personnage décliné à partir du logo. Moi, tout ça, je trouvais ça excellent et hyper intéressant. Ouais, ouais, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand ta boîte se développe aux États-Unis, tu crées même les Génie Boarding Pass pour permettre Ouais, à tes collaborateurs qui, eux, n'ont pas de raison d'aller aux États-Unis, de pouvoir aller y passer, c'est ça, 2-3 mois, si je ouais, me trompe, trois pour mois. pouvoir avoir cette expérience, cette immersion. Ça, c'était quand même assez unique comme démarche. Ben, je pense, en fait, sur le coup, on réfléchit pas trop. Enfin, on se dit, mais on va avoir des bureaux à San Francisco, c'est quand même génial. Ça représente quelque chose aussi parce que les fondateurs quittent Paris pour aller s'installer aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose de fort en termes d'équipe et on voulait pas que l'équipe française se sente abandonnée, entre guillemets. Non, non, c'est une aventure globale. C'est l'aventure de l'entreprise. C'est pas que l'aventure des dirigeants de l'entreprise. Donc, Juste comment on une fait question, pour... vous étiez combien à Paris au moment où vous êtes parti à San Francisco? On devait déjà être 45-50, je pense, peut-être. Ouais. Donc ouais, pour nous, c'était un moyen. Donc d'ailleurs, les locaux à San Francisco, c'était une maison. C'était à Genia House, hein, parce que forcément, on décline tout. Donc on avait trouvé une grande maison où il y avait les chambres où ils pouvaient dormir quand ils venaient là, dans leur Genie Boarding Pass. Et puis il y avait les bureaux en bas. Ouais, c'était rigolo. Et là, vous aviez déjà fait la première levée de fonds? Ouais, on avait, au moment de la Genia House, on avait fait la première. Je crois même qu'on avait fait, on devait être en discussion pour la deuxième, D'accord. déjà. Et cette partie-là, en fait, vous êtes encore à Paris, c'est là où vous cherchez à vous développer. Quels étaient les leviers, en tout cas, vous aviez besoin de quel élément pour vous développer encore plus? Ou est-ce que vous étiez coincé par rapport au périmètre du marché et au nombre d'employés? En fait, avec notre produit Genymotion, ça a été hyper rapide. On répondait à un tel besoin sur le marché que tout de suite, on a eu des clients payants qui venaient de San Francisco. Donc, les Facebook, les Twitter, les Pinterest, les eBay. Et en fait, c'était nos clients. Sauf que nous, on était en France, dans une culture quand même franco-française. Mais on avait des clients qui étaient majoritairement américains. Donc on s'est dit, au bout d'un moment, il faut qu'on se rapproche de nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on s'est installé aux États-Unis. Mais il nous manquait deux choses. La première, c'est d'avoir le financement nécessaire pour exploser au niveau marketing. Parce que on est dans la cour des grands, on est dans la cour des Américains. Enfin, en face, et on est face à des concurrents, alors plutôt indirects, mais qui ont quand même des budgets colossaux. Et nous, on est une petite boîte. On y arrive parce qu'en fait, on sait parler aux développeurs, parce qu'on connaît bien ce développeur, on les a chez nous déjà. Et en fait, on répond à leurs problèmes. Bon, c'est bien, mais après, ça suffit pas pour passer à un cap supplémentaire et aller chercher un chiffre d'affaires supérieur, etc. Donc, il nous manquait ça. Et donc, justement, la deuxième chose, c'était au niveau de la stratégie, de pouvoir aller chercher des utilisateurs autres que les développeurs au sein de l'entreprise. Et donc, faire une plateforme dans le cloud, etc. Angélique, on est maintenant fin 2016, début 2017. Et puis là, j'ai l'impression que dans ta vie, il y a, encore une fois, il y a un moment important, tu prends du recul, tu vas prendre une énorme décision. Pour moi, c'est un sacré Jacadi et j'aimerais bien que tu nous en parles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais. Bah, à ce moment-là, je me rends compte que je m'amuse plus autant à titre personnel.
dans Génie Mobile. Pas vis-à-vis des équipes ou vis-à-vis de l'entreprise, mais plus moi à titre personnel. Et je me dis, ok, en fait, je me suis vraiment bien amusée sur les premières années en tant que fondatrice, créatrice, où il faut tout lancer, tout créer, tout construire. Et je me dis, je suis peut-être moins le CEO, enfin la CEO qui va gérer le run rate, en fait, le business quotidien, aller chercher encore plus de croissance, encore plus. Donc je me dis, j'ai envie d'autre chose, je sens que j'ai envie de voyager. Je tombe sur un article je sais même pas comment je suis tombée là-dessus, mais d'un couple qui est parti voyager avec un bus d'école américain aménagé. Je me dis, mais c'est génial. J'ai envie de vivre une vie comme ça, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie d'autre chose. Donc, grosse décision. Je décide de quitter mes fonctions opérationnelles de Génie Mobile pour pouvoir aller vivre une aventure complètement décalée, différente. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement tu gères ton départ, hein, j'imagine, Ouais. tu le négocies, tu fais le passage de main Ouais, pour que bien la sûr. société continue à évoluer. Et puis toi, en fait, toute cette période-là, vous l'appelez Beautiful Morning. Donc, Oui. quand je vois Beautiful Morning, et on a dit tous les deux qu'il y a certainement une très belle chanson sur le sujet, Oui, il y en a une. moi, j'ai l'impression que tous les matins, finalement, tu revivais encore une nouvelle expérience. Tu avais besoin de ça? C'était ça un peu l'idée? Ouais, pour moi, la vie, c'est une suite d'aventures. C'est une suite d'aventures et après, on choisit ses aventures, en fait. Et j'avais envie d'être dans une nouvelle aventure. Et cette aventure de Beautiful Morning, elle avait plein d'aventures en elle, en fait. La première, c'est on a acheté un bus d'école, un bus américain, là, tout jaune, qu'on a converti. Donc pendant 1 an, même un petit peu plus, en fait, notre quotidien, c'était d'aller couper du bois, transformer le bus en maison. Donc, on a vraiment tout appris. Moi, je n'y connaissais rien. Je savais pas tenir un marteau correctement. J'étais nulle. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je sais faire des meubles. En plus, je sais faire des choses jolies. Donc, j'ai énormément appris là-dessus. Et la liberté, en fait, du voyage où tu pars avec ton bus, tu t'arrêtes où tu veux. Si tu rencontres des gens sympas, tu vas y rester peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines. En fait, tu es libre, tu fais comme tu veux. Puis après, tu repars et tu rencontres encore d'autres nouvelles personnes. Et c'était plein de belles aventures, en fait. C'était fantastique. Un sentiment de liberté incroyable. Vous avez fait combien de kilomètres en tout? C'est une bonne question. Je sais. En tout cas, on a fait tout le tour des États-Unis et du Canada. Donc, je ne sais pas ce que ça représente en kilomètres, mais ça en fait pas mal. Hein. Gérald, tu calcules vite? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je crois, hein, pour être précis. Ouais. C'est marrant parce que tu en parles avec les yeux qui brillent encore maintenant. Ouais. Vous avez rencontré plein de gens différents, dans des régions différentes, et on sait que les États-Unis, c'est énorme. Qu'est-ce qui t'en nourrit, en fait, avec le recul aujourd'hui, t'as ramené quoi, finalement, de cette année où tu disais, pour moi, c'est une parenthèse, mais c'est plus qu'une parenthèse, c'est une énorme fenêtre ouverte vers le monde, vers les autres. Qu'est-ce que tu gardes un peu? Alors déjà, moi, je le vis un peu comme j'ai pris 3 ans d'avance sur ma retraite. Tu sais, sauf qu'au lieu de le faire après ma carrière professionnelle, j'ai fait une pause et j'ai énormément profité. Ce que j'en retire, je pense, c'est une sérénité et un regard un peu différent peut-être sur la vie. Parce que, en fait, quand tu as du temps à toi, quand tu as le temps de t'ennuyer, entre guillemets, déjà, en fait, tu t'ennuies jamais, il se passe plein de choses, et même intrinsèquement, il se passe beaucoup de choses à titre personnel, en termes de développement personnel. Et alors, les rencontres, c'est plein de souvenirs. À chaque fois, moi, je souris quand on en discute. Déjà, on est en contact avec quasiment tous les gens qu'on a rencontrés, et pourtant, il y a beaucoup de monde. Mais les rencontres qu'on fait pendant un voyage, c'est pas vraiment des rencontres éphémères. Parce qu'on partage des moments tellement forts sur le coup que ça a créé des liens et c'est fantastique. Et surtout, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés dans notre quotidien. Donc, on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur les profils avec qui on va échanger. Je me souviens de conversations où on a discuté pendant 3h30, 4 heures avec un SDF à Olympia, donc qui est pas loin de Seattle. Et le gars était fantastique, il avait voyagé dans, je sais pas, quasiment tous les pays du monde. Enfin, il avait une vie incroyable. Et en fait, je me dis, potentiellement, dans notre vie de tous les jours, on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un comme ça.
J'imagine que vous revenez avec des valises pleines à craquer d'exemples et compagnie. Puis alors, tu sais qu'à Jacadi, on aime faire la promotion aussi de notre belle région. Et puis vous vous retrouvez sur Annecy. Ouais. Et tu me disais que c'était un choix, encore une fois dans ta vie, un choix réfléchi. Tu parlais presque de checklist. Alors vous vous retrouvez sur Annecy, puis là tu démarres une nouvelle vie qui est, tu es un advisor, c'est-à-dire que tu accompagnes et tu conseilles les start-upers. Tu travailles ça en ce moment. Raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Tu arrives à passer, à écouter, à passer ta passion et comme tu disais, faire gagner du temps peut-être en alertant et éviter les écueils que tu as connus finalement à un moment ou à un autre. Comment ça se passe cette transition? Mais en fait, déjà Annecy, alors là, super choix. Donc on est très contents et on retrouve beaucoup de choses qu'on aimait en fait quand on vivait en Californie. Donc c'est parfait. Et je pense qu'on est là pour très très longtemps. Et le conseil aux entrepreneurs, en fait, je me rends compte que je le faisais très naturellement déjà avant. Même quand j'étais à fond avec Génie Mobile, que j'avais pas 5 minutes à moi, mais je le faisais quand même parce que j'adore en fait ça, l'échange, coacher des gens, les aider. Donc en fait, c'est très naturel. Et je pense que oui, en tout cas, de ce que me disent ceux que j'accompagne, ils sont contents parce que je les fais réfléchir sur des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Et ça leur permet de gagner du temps et gagner sûrement en confort aussi parce que il y a un gros travail d'introspection en vrai à faire quand on veut être entrepreneur. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, pour être sûr que le projet qu'on lance, il est bien aligné avec qui on est, avec nos valeurs, avec nos objectifs personnels, là où on a envie d'aller. Et ça permet de se poser. En tout cas, moi, ce que j'essaie de faire avec eux, c'est voilà, est-ce qu'on se pose les bonnes questions avant, est-ce qu'on fait les choses pour les bonnes raisons, et puis comment on y va, et attention, voilà, c'est pas un chemin qui est tout rose, et c'est un marathon qu'on court en sprint. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu analyses, dans ce que tu dis, tu analyses aussi bien l'émotion que le rationnel, en fait, Oui. du porteur de projet. Oui. Et c'est pas juste du conseil sur de la technique, ou de la finance, ou du commerce, c'est aussi est-ce que la personne elle a les épaules, est-ce qu'elle est au bon moment de sa vie pour faire ce projet-là, en fait. Je pense que la valeur ajoutée, elle est là. C'est d'avoir quelqu'un qui est capable d'apporter des conseils très pragmatiques, très techniques, enfin voilà, sur la création d'une entreprise, la stratégie de croissance, comment on peut être un peu malin pour faire de l'acquisition client, comment, etc. Et à la fois qui sait dire, ok, mais là, comment tu vas en tant qu'entrepreneur, comment tu te sens, parce qu'un entrepreneur, il parle à qui ? En fait, des fois, notre problème, il est avec les associés, donc on ne peut pas en parler avec nos associés. Nos conjoints, ils ne sont pas toujours alignés dans l'aventure, ou même s'ils nous soutiennent, mais ils ne peuvent pas comprendre réellement notre quotidien. Et donc, on parle à qui quand on est entrepreneur? Donc moi, voilà, j'essaie d'être cette personne à qui on parle, qui peut comprendre en fait ce que la personne vit, parce que sûrement que je suis déjà, moi, passée dans des phases comme ça dans ma vie d'entrepreneur. Et donc je vais être peut-être un peu plus dans l'empathie, où je vais être capable de dire à un moment donné, oula, attends, tu pars à fond sur ton truc là, mais on va juste stopper 2 secondes et réfléchir pourquoi tu veux absolument partir à fond par là alors qu'il y a peut-être d'autres options. Voilà. Angélique, on va revenir 2 minutes sur la période de croissance de Génie Mobile et sur plusieurs prix et distinctions que tu as remportés. Notamment, tu avais été élue femme de tech à cette époque. Et on a 3 prix emblématiques, le prix Ivy, un prix décerné par la Tribune et un autre par l'Express. Est-ce que tu peux aborder ce sujet-là et nous donner un petit peu ton feedback? Oui, bien sûr. Les prix, c'est une super aventure. Les 2 qui m'ont vraiment marqué, c'est Ivy, le concours Ivy et la Tribune, parce que ça a été des accélérateurs. Mais voilà, les prix, c'est bien. Je pense que c'est bien d'en avoir. Mais faut comprendre pourquoi on le fait. Si c'est juste se faire plaisir à titre personnel ou se faire mousser, bon, c'est bien, mais en tant qu'entrepreneur, on a quand même un agenda bien chargé, donc on a peut-être d'autres choses à faire. Moi, je le voyais comme un moyen, en fait, de se faire connaître, de sortir du bois. Voilà. Ouais, c'était ça, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est quand même d'être focalisé sur son entreprise et son développement. Et je crois qu'il y avait un point que tu voulais aborder, un petit peu comme un coup de gueule, Oui. qui était lié au levée de fonds. Tu voulais nous parler de ça? Ouais, clairement. Ça, c'est mon coup de gueule personnel. Je trouve qu'aujourd'hui, on met beaucoup en avant les sociétés qui lèvent des fonds. Et c'est très bien en soi, mais
du coup, ça laisse de côté toute autre possibilité d'entrepreneuriat. Souvent, moi, dans les entrepreneurs que j'accompagne, j'en ai qui me disent, il faut que je lève des fonds. Ok, mais pourquoi tu veux lever de l'argent? Bah, parce qu'il faut, on a l'impression que c'est une fin en soi, que c'est le Graal absolu, alors que lever des fonds, c'est un moyen, mais il existe d'autres façons de construire une start-up ou une entreprise solide. Il y a des entrepreneurs exceptionnels qui créent des boîtes en étant en autofinancement quasiment depuis le début, qui ont des boîtes qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont pérennes. C'est d'autres modèles de création d'entreprise. Et je pense qu'il serait sain d'équilibrer un peu en termes de com et d'expliquer que voilà, il y a différents modèles de création d'entreprise. Et il n'y a pas un modèle qui vaut plus que les autres. Et ça serait bien de mettre aussi un peu en lumière les entrepreneurs résilients qui savent créer sans aller chercher beaucoup, beaucoup de millions avant. Merci beaucoup pour ta prise de parole, Merci. pour ce petit coup de gueule. Angélique, aujourd'hui, tu es en train de partager ta passion et surtout, tu le disais toi-même, tes expériences pour faire en sorte d'accompagner les gens, d'essayer de les guider et de mettre au service tout ton côté advisor. Donc, tu accompagnes ces gens-là. Ça t'occupe et je comprends que ça prend de plus en plus d'intérêt et que tu prends beaucoup de plaisir à faire ça. Mais on ne montrera pas l'idée que Angélique reste qu'Angélique, que tu as ce fil rouge depuis toute petite. On s'en est aperçu dans ton discours aujourd'hui de fille d'entrepreneuriat, de toujours tester des choses. Donc, tu peux nous le dire maintenant. Je suis persuadé que tu es en train de travailler sur des projets. Est-ce que tu veux bien partager un petit peu? Tu es sur quoi? Tu es dans quelle période aujourd'hui? Eh bien, effectivement, je crois que quand on est entrepreneur un jour, on est entrepreneur toujours. Et effectivement, le conseil à la création d'entreprise, j'adore ça et je pense que je continuerai à le faire de manière régulière parce que vraiment, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais oui, en ce moment, je suis en pleine phase d'idéation. Voilà, donc je suis en train de creuser différentes pistes. Voilà, pour mon prochain projet de création d'entreprise, voilà, j'ai déjà des idées de noter, que je suis en train d'évaluer, de creuser, de challenger. Et l'avantage quand on a déjà monté une boîte avant, c'est qu'on voilà, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et du coup, on apprend beaucoup à s'écouter. Et voilà, moi, je suis en plein dans cette phase-là et c'est hyper intéressant. Voilà, c'est passionnant. Comment on réussit une phase d'idéation? C'est quoi les 2-3 recettes pour pouvoir faire correctement ce travail? Je pense qu'il faut être très factuel. Déjà, il faut partir, faut pas juste voir des opportunités, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, qu'est-ce qui va me passionner, parce qu'on va y passer beaucoup de temps sur ce projet-là. Donc, même s'il y a une super opportunité business, où il y a moyen de faire un super chiffre d'affaires, un super coup, etc., si on n'a pas envie, si on n'est pas passionné, ça sert à rien, il ne faut pas y aller. Donc déjà, moi, j'écarte pas mal de choses. J'écarte pas mal de choses comme ça, parce que, voilà, maintenant, je sais m'écouter. Première chose. Deuxième chose, c'est regarder la taille du marché. Parce que, mine de rien, il faut que ça soit suffisamment grand pour qu'on puisse trouver sa place correctement. C'est regarder un max les chiffres, discuter avec les cibles potentielles pour valider les idées. Ça, c'est hyper important, on le dira jamais assez, mais le plus important, c'est de bien connaître ses futurs clients et de comprendre quels sont leurs réels besoins et d'être limite dans de la co-construction avec eux sur le projet de création d'entreprise. Donc moi, j'ai fait un petit tableau où j'ai une dizaine de critères comme ça. Voilà, est-ce que mon projet ou cette idée répond à un réel besoin chez cette future cible, et voilà, et je mets des notes de 1 à 10. Et voilà, je passe une dizaine de critères comme ça. Et Est-ce que cette phase-là, tu la partages avec du monde ou c'est pour l'instant quelque chose de très personnel? Je la partage avec une personne pour le moment. Donc c'est pratiquement une introspection en fait aussi, pour aller chercher le projet qui va vraiment te porter toi, émotionnellement, et dans lequel tu vas injecter toute ta connaissance et tout ton savoir. Mais par contre, c'est une phase d'introspection qui est très courte. Enfin, je pense que très vite, il faut aller challenger ses idées, il faut aller en discuter avec un maximum de monde et casser ce côté où on ne veut pas le dire parce que c'est secret. Et pas avoir peur de jeter ce qui ne marche pas. Il faut y aller, il faut discuter. Une idée, c'est pas ce qui fait le succès d'une entreprise. Le succès, c'est l'exécution. Donc, il ne faut pas hésiter à aller en parler et challenger un peu ce qu'on pense et voilà, faire marcher l'intelligence collective. Angélique, le concept qui nous a motivés depuis le début de ces émissions, et encore une fois, on te remercie d'y participer, tu l'as compris, c'est un peu le concept du jacadisme, c'est le fait de dire on rencontre des gens positifs, des gens pragmatiques et surtout très persuasifs.
il faut l'être beaucoup. Mais finalement, on pense que ce mot ne nous appartient pas, et encore moins la définition. Et avec tout ce qu'on a discuté, le temps qu'on vient de passer ensemble, ça serait quoi, toi, finalement, ta vision et ta définition? Comment tu le vis, toi, ton jacadisme? Eh bien, pour moi, c'est lié à une chose. C'est le fait de se dire que rien nous empêche de vivre des aventures. Il n'y a que nous-mêmes. Donc en fait, il faut être courageux et il faut y aller, quoi. Juste se dire, allez, j'y vais. Voilà, moi c'est ça pour moi le jacadisme, c'est j'y vais, je tente, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose, je tenterai autre chose. Et ça résonne en peut-être une vision que j'ai moi de la vie qui est, voilà, demain je serai peut-être plus là. On sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Quand on sait une chose, c'est qu'on va mourir un jour. Mais on sait pas quand. Et moi j'oublie jamais ça, et ça me permet de relativiser beaucoup de choses en fait dans ma vie, et de me dire je saisis des opportunités, j'y vais, j'ai pas peur, parce que voilà, qu'est-ce qui au pire demain je serai pas là, je serai pas là, c'est pas grave, donc j'y vais. Formidable. C'est une très belle clôture de ce podcast. J'en ai la bouche bée. Ça nous amène à la fin, et on te remercie donc avec Gérald de ce moment partagé ensemble. Et je te souhaite plein de bonnes vibrations pour tes projets à venir, et plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Angélique. Merci à vous. Merci, Angélique. Et puis tu reviens nous voir dans quelques mois. On attend avec impatience ton nouveau projet qu'on partagera avec toi. Et grand merci beaucoup. Merci. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles.